Bonjour Sarah, c'est super Salut. que tu sois là. Je suis vraiment très heureuse d'être face à toi aujourd'hui, vraiment. Merci. Mm. Alors, petit point pratique, parce que je le dis comme ça maintenant, comme ça je n'oublierai pas. Après notre rencontre, Sarah signera sa bande dessinée, donc là on est en bas, donc ce sera en haut, à la librairie L'Arbre à Lettres, qui est notre partenaire pour le festival. Juste après notre rencontre, il y a une rencontre magnifique à 16h avec Perrine Lequérec et Catherine Leroux. Et on a la chance d'être interprétés par Morgane et Julie pour Trilogue Interprétation. Et c'est toujours une super bonne nouvelle quand ce qu'on se dit est accessible au plus grand nombre. Donc merci beaucoup au Festival Effraction d'avoir rendu ceci possible. Et dernière précision, notre conversation avec Sarah est enregistrée et sera rediffusée d'ici quelques semaines dans mon podcast qui s'appelle Folie douce, un podcast où on parle de santé mentale et de féminisme avec des personnalités passionnantes comme Sarah. Voilà, c'est parti pour le préambule. Andiamo. Sarah Forestier, tu es comédienne et réalisatrice. Tu as reçu des Césars 2 et marqué les esprits dans de nombreux rôles au cours de ta carrière. Tu viens de publier aux éditions de l'Iconoclaste une bande dessinée Maudite du cul, dont tu es la scénariste, co-signée avec la dessinatrice Jeanne Alcala. Dans cette BD, tu reviens sur ton adolescence et ta prime jeunesse, une adolescence pas comme les autres, puisque la découverte de ton corps et de ta sexualité a coïncidé avec ton entrée dans le monde du cinéma. Elle s'achève avec la remise du César de la meilleure actrice que tu as reçue pour Le nom des gens en 2011. Maudite du cul, c'est la question que tu te poses dans cette BD, mais moi, la façon dont je l'ai lue, c'est que c'est aussi une question qui se pose en filigrane pour toutes les femmes, puisqu'à travers ton expérience se révèle en creux le spectre des injonctions faites aux femmes, des violences sexuelles et de leur capacité à y résister. Tu as aussi été une voix très forte du mouvement MeToo dans le cinéma. Tu as marqué les esprits avec ton intervention devant la commission parlementaire d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le monde de la culture en France. Et sans ton témoignage, on n'aurait pas une vision aussi claire du système des violences commises dans le cinéma français. Donc merci pour ça. Alors Sarah, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de tout ça, de cette BD géniale, vraiment. Elle est incroyable, elle est tellement belle et drôle et sensible, de ton parcours dans le cinéma et aussi de la façon dont tous ces éléments ont pu façonner ta vie psychique et ton rapport à ta propre santé mentale. Alors avant qu'on commence, Sarah, première question. Comment ça va aujourd'hui, genre, vraiment? Alors, j'avais les larmes aux yeux Oh, de ce que tu m'as dit. En fait, la question, elle est hyper simple. Comment je vais? Je suis heureuse. waouh, ça c'est Voilà. génial. Ouais, c'est cool. À quoi tu le sens? Comment tu sais que tu es heureuse en ce moment? Quels sont les Euh, signaux? En fait, depuis que je suis centrée, quoi. Mais j'ai toujours été centrée. D'ailleurs, il y a un truc un peu similaire dans la BD que je trouve cool, quoi. C'est que ça commence vraiment par une fille qui est trop belle life, quoi. C'est une petite qui se frotte, qui se masturbe et qui kiffe de ouf et qui jouit et qui peut même jouir 8 fois de suite. Et en fait, c'est ensuite le monde extérieur qui vient commencer à la saouler avec des trucs, quoi. Ça commence par le collège avec la première fois on te dit d'embrasser un garçon, enfin tous ces trucs-là. Et bon, juste pour parler de la dynamique, et en fait, c'est un peu pareil dans la vie, quoi. En tout cas, moi, j'étais bien centrée, j'étais cool, quoi. J'ai vécu une enfance heureuse. Et, euh, et après, après moi, j'ai un peu morflé, quoi. Notamment, vraiment avec le cinéma français, quoi. Et puis, très vite, je suis partie à la campagne. Et vraiment, le moment où je me suis dit, c'est des ouf, en fait. Ça m'a vraiment... Enfin, il y a eu un moment donné où je me suis vraiment recentrée, quoi. Et ça a coïncidé vraiment avec le moment de partir à la campagne. Ouais, Donc, depuis ce moment-là, je suis moi, quoi. ouais. Voilà. Donc le fait de prendre du recul, c'est le bon mot? C'est plus que prendre du recul. Je pense que c'est vraiment genre de prendre ta position, quoi. De remettre ta position vraiment... tourner le dos, quoi. Tu vois? Vraiment dire genre parle à mon dos, quoi. Ouais. C'est mieux. Et de Et plus subir leur regard, du coup.
Ouais. Puis de toute façon, leur regard, comment dire, je dis pas que j'avais pas tellement non plus d'estime, quoi. Tant pour leur regard, quand je voyais comment ils avaient fait avec, comment ils étaient en train de faire avec Adèle Haenel et tout. Moi, c'était à peu près dans le même timing. Donc, si tu veux, non, j'avais pas d'estime pour le regard que les gens de ce milieu peuvent poser sur des parcours de personnes vraiment intègres. J'avais pas de naïveté, quoi, par rapport à ça. Mais c'est plus non, le fait de tourner le dos, quoi, de dire mais en fait je me casse, quoi. Voilà. Et c'est passé par quoi? Donc la nature, le fait d'être au contact d'un environnement avec plus d'arbres, plus d'animaux, plus Ah de ouais. calme, plus de silence. C'est des choses qui aident évidemment, j'imagine. Ah mais même carrément, genre moi le level pour moi c'est genre parc naturel régional, quoi. Faut que je roule pendant 30 minutes, 1 heure et qu'il n'y ait pas d'habitation, quoi, pour que ça soit vraiment wild, tu vois. Et donc je suis partie déjà dans le Morvan, et puis après, moi je dis pas où j'habite parce que j'aime pas trop, Non. mais genre dans des endroits très sauvages, quoi. En France, il y en a encore quelques endroits comme ça, et c'est trop bien, quoi. Mais bon, après c'est pas un tuto, quoi. Genre c'est pas. Non, bien sûr, c'est ce qui t'a fait du bien à toi. Ouais, voilà. Est-ce que la bande dessinée, le fait de raconter en dessin et de scénariser ta prime jeunesse comme ça a fait partie aussi du processus pour te recentrer, pour te réparer? Non, pas du tout. Non, j'étais centrée depuis quelques années, quoi. Vraiment. Alors ça rentre dans quel moment? Pourquoi tu t'es dit ce moment-là de l'histoire, il faut le raconter? Parce que, alors, en fait, après c'est le destin, quoi, qui entrecroise les trucs. Déjà, je pense que j'ai toujours été une actrice de comédie cachée dans des films d'auteur. Et que la comédie, c'est mon langage depuis toujours. D'ailleurs, c'est par exemple le nom des gens, c'est clairement une comédie. Bien sûr. Et c'est rare d'avoir des Césars pour des comédies, quoi. Et en fait, même l'esquive, quoi, je me dis, c'est quand même une comédie, c'est un marivaudage, c'est une comédie dramatique, on appelle ça comme on veut, quoi. Mais il y a toujours un truc et un rapport au dialogue, au rythme. Mais vraiment les dialogues, c'est vraiment un délire pour moi que j'adore. Et donc c'est mon endroit naturel, quoi, la comédie. Et puis il y a ce moment de vie où j'ai une idée, je veux en faire au début une série. Je me dis, j'en parlais avec quelqu'un que je connaissais de la Gaumont. Et puis en fait, très vite, je dis non, en fait, cette idée, je vais la faire en BD. Et le top départ, c'était vraiment de vouloir, en fait, de savoir qu'on a tous des histoires hyper foireuses avec le sexe. J'aime bien regarder les gens quand je dis ça. Parce que c'est tellement. Il y a des hochements de tête dans la salle. Bah oui. Je peux en témoigner. Et en fait, quand je parlais avec mes copines, elles me racontaient des histoires mais farfelues de ouf, quoi. Et des trucs et à chaque fois je repense à un truc mais qui me fait rire, quoi. Mais c'est tellement, ça raconte tellement. Il y a une copine, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'était frotté le sexe sur le crâne d'un chauve. Et tu te dis, ok, en fait ça, jamais tu le verras quelque part. Jamais t'as l'anecdote ailleurs et t'as l'impression que t'as un monde parallèle, en fait, tu vois, aux médias, même aux œuvres, où t'as tout un truc du foirage du sexe que t'as nulle part, tu vois. C'était pas forcément foiré, peut-être que c'était bien, cela dit. Oui, pas de jugement. Pas de jugement. D'ailleurs, elle disait que c'était super. Hein. Ah, tu vois. Voilà, mais la question c'est surtout comment t'es-tu retrouvée dans cette pause. Mais bon, après c'est encore un autre délire. Mais si tu veux, tu te dis donc il y a des histoires drôles et puis vraiment génial parce que c'est hyper gaulerie et tout, et en même temps c'est très libre, tu vois, de mettre ta tête sur le crâne d'un chauve. Il y a un truc, quoi, et tu te dis mais tout cet espace-là, je le vois nulle part. Je le vois, bon, dans les médias, c'est sûr que non, mais je le vois nulle part quand on parle du sexe et tout. Et le top départ, c'était vraiment de me dire, ok, il y a tout un truc qui me fait rire, et puis au fur et à mesure des trucs que je voulais raconter. En réalité, ça parle surtout des stratégies d'évitement. C'est ça que j'ai découvert Enfin, c'est ça qu'on comprend vraiment avec la BD, c'est que c'est drôle aussi parce que c'est un peu comme Pierre Richard quand il se casse la gueule, tu vois. Tu te cognes, en fait, mais parce que quand tu es ado et que tu fais des stratégies d'évitement pour éviter, je sais pas, la pression du dépucelage au collège,
Par exemple, moi, j'ai menti très tôt en disant que j'avais déjà fait l'amour, alors que non, pour qu'on arrête de me saouler, en fait. Moi, je prends un truc qui est pas dans la BD, hein, mais du coup, par exemple, j'ai commencé ma vie d'actrice très jeune et je me retrouve sur un plateau où je dois jouer des scènes d'amour. Et il y a des scènes super drôles parce que du coup, je sais pas trop comment faire le truc. Et j'essaie surtout de faire la grosse mytho avec, avec la script. Où on parle d'opposition, je dis, mais là, ça rentre, bien sûr. Là, ça rentre, ou je sais pas quoi. Et c'est des micro-trucs comme ça, mais qui créent des situations comiques. Et dans ma bande dessinée, c'est plus lié à des choses un peu plus intimes de stratégie d'évitement, mais c'est le même, si tu veux, phénomène de se cogner, tu vois, où en fait on se débrouille toutes pour éviter soit une pression, soit une micro-agression, soit des faits plus graves. Mais on a toutes ces stratégies d'évitement. D'esquive, j'ai envie de dire. D'esquive, tout à fait. Et quand tu passes par... Et dans ces stratégies d'évitement, ça fait des parcours un peu comme des balles de flipper, quoi. Tu vois, un truc à 3 bandes où tu te cognes là, tu te cognes là, tu te cognes là, tu te cognes là. Et dans ça, il y a de la drôlerie. Il y a des trucs très drôles. Tu poses un regard, effectivement, c'est vrai que c'est drôle et en même temps, il y a quelque chose aussi d'un peu dramatique parce que tu nous l'as décrit tout de suite dès la première question. Il y a cette espèce de basculement entre cet enfant qui est trop bien dans sa peau, qui découvre son corps et son plaisir à la maternelle en observant un pote. Genre, donc c'est vrai que c'est agréable de se frotter et tout. Et d'un seul coup, à 13 ans, et c'est pas anodin que ce soit à l'âge de 13 ans, je trouve, parce que c'est un âge qui revient souvent et dans Folie douce et dans la littérature féministe, comme un âge où finalement les injonctions à la féminité, à la bonne féminité, tombent sur les épaules des femmes au moment de la puberté, et où en fait où les femmes se séparent de leur authenticité et arborent un masque social. Ça, c'est la théorie d'une psychologue qui s'appelle Carol Gilligan. Et je trouve que c'est un peu ça, que c'est ce moment-là en fait qui fait le point de départ de ton texte. Ce moment en fait où tu dois commencer à louvoyer parce que le regard qui se pose sur toi n'est plus le même et tu te sépares de ta liberté de l'enfance. Et je me suis demandé si c'était pas en fait un peu cette BD racontait pas aussi un peu les racines du mal, quoi, un peu de tout ce qui allait aussi se poursuivre dans ta carrière. Après, d'ailleurs, les dernières pages de la BD, tu laisses entendre que ça, c'est compliqué par la suite, quoi. Oui, oui, par rapport à un homme et tout, quoi. Mais tu sais, la théorie, je la connaissais pas sur les 13 ans, mais il y a quelque chose, ouais, je pense, qu'il y a un seuil, quoi, à cet âge-là, et ça me paraît assez vrai, qui cristallise beaucoup de choses. Et pas que chez nous, en fait, surtout de l'extérieur, d'un espèce de truc, maintenant, t'es grande, quoi. Et dans grande, malheureusement... au féminin, ça comporte des choses, quoi. Mais ça n'empêche que, par exemple, très vite, même quand elle est enfant, gamine, quand elle se frotte, son frère, il supporte pas, en fait, et il dit, mais c'est une vieille frotteuse, quoi. Et j'adore ce mot. Parce que c'est quelque chose qui revient pas mal dans la BD, sur le fait de se frotter et de pas avoir honte. Je me rends compte qu'il y a tellement de meufs qui ont honte. On a l'impression que, même aujourd'hui, quand il y a des filles qui ont lu ma BD et qu'elles me parlent, elles me disent, ah, ce moment j'aime bien. Et tu sais, tu sens une timidité où elles disent, ouais, c'est vachement bien de parler du frottage. Mais tu sais, elles disent pas le mot en entier, quoi. Ah, les moments où elle pose son nounours à côté du lit, genre bonne nuit. Ouais, c'est ça. mais vraiment, les gens encore, les meufs encore aujourd'hui ont honte de ce truc-là. Et c'est pour ça. Et en fait, c'est un vrai truc dans ma BD qui est hyper important. C'est l'injonction à la pénétration et ce truc de frotteuse. C'est-à-dire moi, à un moment donné, mon personnage, elle invente carrément une super frotteuse. Et moi, je dis maxi super frotteuse. Mais c'est hyper important, je trouve, de ce truc par rapport au mot. Parce qu'en fait, par exemple, les mecs, quand ils sont frotteurs, ça fait tout de suite penser aux frotteurs dans le métro, quoi. Et le mec, je pense pas qu'il ait honte d'être un frotteur, tu vois. Et nous, on l'utilise pas pour agresser. Et pourtant, les filles, quand elles en parlent, elles vont avoir un peu honte. Et il y a une bulle dans ma BD que je crois est une de mes préférées, moi. C'est quand mon personnage, elle dit, mais tu vois, dans les films porno, ou même dans les films, même dans les séries et tout, quand les meufs, elles se masturbent, elles sont toujours soit en mode cambré, avec le pommeau de douche, en train de se mettre des doigts ultra sexy et tout. Et elle dit, mais moi, quand je me frotte, en fait, genre de l'extérieur, c'est pose de crapaud dans mon lit, quoi. En pyjama, quoi, en chaussettes.
avec des chaussettes. Et elle dit, mais. Et donc, elle parle avec ses copines. Elle dit, ouais, il y a un gap de ouf, quoi. Genre, pour exciter les mecs, c'est pas ça qui va les. Et en fait, c'est un vrai truc dans la BD, le truc du frottage. Et je pense que c'est un truc qui est encore hyper. C'est-à-dire que même le moment d'intimité, tu réfléchis quoi, à la masturbation. euh, pour les gens qui ont pu être très tôt euh, empêchés d'être connectés à leur corps, soit par exemple des enfants, des filles qui ont été très vite blâmées en leur disant fais pas ça, c'est honteux et tout, et qui n'ont plus jamais osé, ou bien des gens qui ont été dissociés parce qu'ils ont subi des agressions. Il y a beaucoup de gens dans nos sociétés en fait qui sont dissociés. Et la masturbation, c'est un chemin aussi pour te reconnecter à toi, en fait, parce que faire au moment où tu as la pulsion, il y a quelque chose où ça te recentre justement avec ta vibe, avec ton énergie. Et le fait qu'il y a encore vachement de... comment dire, j'ai l'impression qu'on est colonisé dans nos imaginaires, même sur la masturbation, où même ça a été colonisé dans le sens où il faut que les filles soient sexy aussi, dans la manière de le faire. Mais avant d'atteindre une image pour plaire à d'autres gens, pour exciter les autres, c'est surtout déjà, est-ce que c'est maxi efficace pour se maxi frotter, quoi. Et Est-ce qu'on y prend du plaisir? mais ouais. Et d'ailleurs, ça. Et est-ce qu'il y a de la liberté autour de ça? Ouais. Tu vois, la liberté totale, quoi, de la manière de le faire et tout. Et je suis sûre qu'il y a plein de filles qui se masturbent pas d'une certaine manière parce que elles se disent c'est pas sexy et que ça vient même en fait t'empêcher d'être libre dans ton lit, toi toute seule avec toi, quoi. Parce qu'on intériorise évidemment les injonctions patriarcales et ouais, bien sûr. Et ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que toi, tes 13 ans sont pas les 13 ans de tout le monde, puisque c'est aussi le moment où tu rentres dans le monde du cinéma, où tu commences à passer des castings avec ton personnage dans la BD, et on sent un volontarisme, quoi, une détermination, un endroit où, voilà, où elle sait où elle va, cette gamine, et elle est hyper touchante, quoi, dans sa volonté de faire du cinéma, de devenir comédienne. Et en fait, dans le cinéma, cette espèce d'injonction que tu viens de décrire hyper bien est complètement exacerbée. Il y a une scène, peut-être que c'est un peu plus tard, peut-être pas à 13 ans, mais on te demande de faire des photos et on te dit cambre-toi, on trouve la bouche. Et t'es là, mais d'où en fait? À quel moment? Je me tiens jamais, dans la vraie vie, je me tiens jamais comme ça. Ou si je le choisis, quoi. Ouais, voilà. Mais genre, hors contexte, je te connais pas en fait, mais calme-toi, quoi. Genre, Mais en fait, ce qui est aussi assez marquant, c'est que tu dis non, en fait, tout de suite. Et c'est aussi vachement beau à voir parce que tu décris une jeune fille qui se prend dans la figure ses injonctions, à qui on explique qu'on peut pas se frotter comme ça tout le temps, et qui en même temps dit bah pourquoi en fait, et qui pose des limites très tôt. Et je me suis demandé d'où tu penses t'as tiré cette espèce de capacité à arriver à mettre des limites. bah franchement, ma maman, quoi. Ouais. Mes parents, il y a rien à... Enfin, vraiment, quand tu es dans une famille saine, avec des... qui a pas un climat incestuel, ça change tout, quoi. Ouais. Donc déjà, enfin vraiment, waouh, quoi. Donc la chance inouïe de ma vie, c'est pour ça que je te disais aussi au tout départ, tu vois, que ma vie, je l'ai commencé centrée et très heureuse, c'est que toute mon enfance, mais c'était de la bombe, quoi. Et c'était vraiment mes parents, quoi. Donc les deux d'ailleurs, hein, les deux. Hein. Et ma mère et mon père, et je les aime tellement, quoi. Et voilà. Et puis, mais ce que je trouvais intéressant, effectivement, c'était cette dynamique-là. Ce que je disais, c'est que, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tu commences avec une fille où tout va bien. Et c'est hyper important de montrer ça aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que même si tout va bien, tu subis des assauts. Même si tout va bien, en fait, tu es harcelé. C'est du harcèlement, en fait, le parcours d'une femme. Quoi. Parce que, quoi qu'il arrive, toujours, tu auras ce truc de il faut se dépuceler très tôt. Sinon, tu parais pour une conne par rapport aux autres du collège, du lycée. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Enfin, et tout ce truc. Et puis, c'était aussi quelque chose que je n'avais pas vu. Par exemple, j'avais lu des bandes dessinées sur, par exemple, des enfants qui se masturbent ou des trucs comme ça. Mais systématiquement, il y avait le truc de la culpabilité et de la honte. Et j'avais envie de montrer dès le départ quelqu'un qui n'avait honte de rien, pas du tout. D'ailleurs, il y a cette fameuse case où il y a le frère qui lui dit « Ouais, c'est une vieille frotteuse ». J'ai trouvé la réaction de la maman
dans la case, hyper saine, qui est aussi une bonne... Enfin, en tant que mère, on se demande parfois comment réagir quand on est face à un enfant qui découvre sa sexualité dans un endroit incongru. Et en fait, elle sourit et elle lui dit pas, faut pas faire ça. Elle lui dit, faut pas faire ça là, ou faut pas le faire ça à cet endroit-là. Et je me suis dit, c'est aussi, mine de rien, en une seule petite bulle de BD, un espèce de conseil aussi en éducation qui est vachement bien, en fait. T'es pas shamée par ta mère, quoi. Elle te dit simplement, genre, choisis l'endroit où tu te frottes, quoi. Et c'est vachement bien. Ouais, c'est vrai. Ça montre que tu as une éducation bienveillante, quoi. Ouais, totalement. Et en fait, moi, j'ai adoré quand tu as dit le mot mine de rien, parce que c'est tellement ça que j'adore, moi. C'est-à-dire, dans mes œuvres, putain, comment je me la raconte, n'importe quoi. Pardon, vraiment, pardon, n'importe quoi. Meuf, t'as 2 Césars, tu peux dire mes œuvres, en fait, pas ça du va, tout, quoi, en fait. let's go. C'est pas du tout mes œuvres, genre, n'importe quoi. Ça me fait penser à une meuf, une fois, où, à la campagne où je suis, il y a des masses, tu vois, parce que c'est dans le sud. Et je me rappelle, une dame, j'ai été la voir et tout, je lui dis, elle était trop belle, sa maison. Et effectivement, c'était plusieurs maisons, c'était un espèce de truc. Et je lui dis, madame, c'est vous qui habitez ici, c'est votre maison? Elle m'a dit, c'est notre domaine. J'ai l'impression d'avoir fait un peu pareil qu'elle là. Mais non, pas du tout mes œuvres. Donc en fait, dans les films dans lesquels j'ai pu tourner ou les trucs que j'ai pu faire, putain, mais j'ai oublié du coup ce que je disais. Mine de rien, t'aimais bien mine Oui, de rien. non, ce que j'adore, voilà, c'est... Et ce qu'il y a dans ma BD, c'est que j'adore quand ça arrive comme ça t'arrive dans la vraie vie. Ça vient pas t'apprendre des choses, c'est pas théorique. Et en fait, c'est rempli de tellement d'enseignements. Et quoi de mieux que de voir quelqu'un tomber, c'est pour ça que je parlais de Pierre-Richard Ducu, quoi de mieux que de voir ce personnage se cogner, etc., d'avoir des stratégies d'évitement. Et j'adore en fait quand ça arrive comme ça arrive dans la vraie vie et que ce soit des œuvres qui soient très grand public. Moi, mon but, c'était vraiment de faire une œuvre qui était une comédie et que ça soit très grand public. Et en fait, putain, c'est bourré de choses ultra passage, quoi. Bah, c'est la puissance de la BD. Moi, j'adore la BD pour ça, et je pense que c'est pas pour rien que les féministes se sont vachement emparées de ce médium-là, parce qu'il permet de communiquer à énormément de personnes. Avec une BD, on parle aux adolescentes, on parle aux mecs aussi, qui n'ont peut-être pas envie d'ouvrir un bouquin, un essai de 300 pages, mais une BD, ça va. Et c'est bien. Et il y a un autre truc aussi, mine de rien, il y a une scène qui est assez, que j'ai trouvé aussi très politique et très révélatrice, c'est cette sage-femme qu'elle va voir et qui lui dit, mais tu sais, la pénétration, c'est pas obligatoire. C'est pas une sage-femme, c'est une kiné du vagin. C'est une kiné, pardon. Tout à fait. Kiné du vagin. Et je trouve que, enfin voilà, je sais pas quel âge à ton personnage ou à toi à ce moment-là, mais t'es jeune, quoi. Ouais. Et entendre quelqu'un qui représente le personnel médical te dire tu n'es pas obligé d'être pénétré, en fait, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui passent une vie entière sans qu'on leur ait jamais expliqué ça, quoi. Je te jure, je pense que c'est, tu sais, ça fait un peu comme dans les films, quelqu'un qui te dit un truc et ça te marque à vie. Tu vois, ce moment où tout d'un coup, la phrase est hyper claire, comme si elle avait été nettoyée de tout, et elle te reste vraiment comme une phrase en fait qui t'accompagne. Et cette phrase a été vraiment quelque chose qui m'a... Mais dès le moment où elle me l'a dit, en fait, j'ai senti que c'était une phrase importante. Et moi, ce que j'ai adoré, donc elle me dit... Pardon, j'ai envie de rire, parce que pour en arriver à kiné des vagins, parce que il y a un petit truc là que vous aviez raté entre les deux, mais c'est pas spoiler la BD, mais vas-y. Ouais, go. c'est vrai, c'est non, vrai. mais dis-le, c'est intéressant, ça au début. Ouais, c'est bon, c'est pas grave de toute façon parce que c'est un truc aussi que beaucoup de gens ont vécu, mais grosso modo, effectivement, comme trop de pression pour le dépucelage, comme on a tous vécu quoi au collège. On n'a pas envie d'être le dernier à l'avoir fait, etc. Stratégie d'évitement, mon personnage, elle se dit, je vais me mettre un tampon. Et comme ça, je suis déviergée, tranquille. Et en fait, je vous explique pas pourquoi, mais grosso modo, après, tampon, coincé. Et du coup, voilà. Et elle se retrouve, a priori, à aller voir cette kiné. Et qui est un métier, quoi. Donc ça, c'est assez génial, quoi, spécialisé dans les vagins. Et donc, elle me dit cette phrase assez géniale, quoi, de me dire la pénétration n'est pas une obligation. Et je me souviens de son visage, tu vois, quand j'en parle. Et elle me dit cette phrase derrière qui est, je trouve, encore plus importante. Elle me dit
ça doit être une nécessité. Donc déjà, moi, dans ma tête, je fais OK, genre, j'intègre l'information, quoi, nécessité. Et après, elle me dit, il faut que vous en ayez très, très envie pour le faire. Et tu sais, le très, très envie, en fait, elle m'a mis le curseur là, quoi. Et tu te dis, et je te jure, j'ai des frissons, rien que d'en parler, là encore, parce que c'est une phrase qu'on devrait dire à toutes les jeunes filles. Toutes les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où on parle du consentement. C'était vital. Que ce soit dans la loi, c'était juste vital. Mais je pense que la société sera vraiment au bon endroit. Je pense quand on aura parlé de cette question qui est philosophiquement encore supérieure, je trouve, c'est le désir. C'est-à-dire de dire, OK, mec, OK, la femme en face de toi, est-ce qu'elle consent? OK? Mais attends, je te pose juste une question. Est-ce que la femme qui est dans ton lit, là, est-ce qu'elle a très, très envie que tu la pénètres? Et est-ce que tu vas attendre qu'elle ait très, très envie? Est-ce que tu vas faire en sorte qu'elle truc? Ou juste un peu, ça te suffit? Ou bien... Et même, ça pose la question, quoi. Comment ça se fait que des mecs étaient même excités avec une femme qui n'en avait pas envie? Et ce truc du très, très envie de l'avoir placé à ce niveau-là, pour moi, c'est le curseur... moi, qui a été un cadeau absolu et qui a fait qu'après, quand j'ai vraiment fait table rase pour dire tant que c'est pas très très envie, j'y vais pas. Mais du coup, quand tu fais table rase, tu as toujours la société qui vient te donner des injonctions. Tu peux avoir tes ados, tu peux avoir des gens qui te montrent des images de porno, des trucs qui vont essayer en fait de te coloniser tes désirs avant même que tu en aies ressenti. Parce que c'est ça le parcours des ados, c'est que tu n'as peut-être même jamais eu envie de faire l'amour, vraiment. En tout cas, ça t'a pas envahi le corps. Et pourtant, tu as déjà vu combien d'images de gens qui font l'amour, quoi. Et c'est une manière de déposséder complètement les gens de leurs propres désirs. Et faire table rase, moi, je suis à fond pour ça. Et c'est pour ça que je suis à fond diète, partir à la campagne, solitude ou plein de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que de faire table rase, ça fait que quand ton désir, il surgit, déjà, il peut surgir. Alors que quand c'est encombré, des fois, ça peut aussi empêcher que des désirs surgissent. Ça, je pense vachement. Et quand ça surgit, mais mon Dieu, quoi. Quand tu es pénétré et que tu veux tellement être pénétré, mais c'est une autre expérience. C'est autre chose, en fait. Alors que plein de gens font de la pénétration, alors que c'est pas du tout de la pénétration. Techniquement, c'est de la pénétration, mais ça n'a rien à voir avec la sensation ou tout le truc de la pénétration. Mais le vouloir et le faire, tout d'un coup, c'est... Et... Et je termine la BD sur ça, quoi. C'est vraiment aussi par une enquête de nous toutes qui dit combien de... Il y a un chiffre que j'ai pas là, mais sur le nombre de femmes qui entrent dans la sexualité avec un rapport non consenti ou non désiré. Donc ça veut dire il y a combien de personnes qui sont dissociées dès leur premier rapport. Et qu'est-ce que ça a créé ensuite pour les prochains rapports? Et puis ça raconte aussi, dans les chiffres de nous toutes, combien de femmes, après, même quand elles sont en couple, combien avec un ou plusieurs partenaires ont eu des rapports de pénétration alors qu'elles n'en avaient pas envie. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un cadeau que tu viens de nous faire là. Pourquoi de questionner ce mot de consentement qui est questionnable. Ah ouais. C'est intéressant qu'en fait qu'on mette la barre au niveau de je consens en fait. Je consens, c'est vraiment pas j'ai hyper envie et ça me ferait vraiment très plaisir quoi. Et tu l'as expliqué à la perfection et vraiment je te remercie de nous l'avoir transmis. Et j'ai envie de passer à un moment qui est aussi à la fin de la BD juste avant parce qu'effectivement tu mets beaucoup de chiffres qui sont hyper utiles. Mais la dernière scène de la BD, c'est donc le moment où tu reçois ton César. Et tu prononces un discours, tu te dis quand j'ai tourné ce film, j'étais vierge et j'y connaissais rien à la politique. Tu m'as fait jouer une pute politique et quand j'ai joué ce film, et à l'époque les gens rigolent, genre oh, elle a vraiment tellement d'humour, comment elle pourrait être vierge, enfin voilà, alors que c'était vrai. Et c'est drôle que tu nous donnes l'explication de cette phrase qui avait un peu fait parler la France entière à ce moment-là. Bon, t'étais l'actrice césarisée. Et il y avait j'ai trouvé des articles où on disait que même Jospin, qui était ministre à l'époque, avait pouffé dans son à ta phrase qui était très drôle. Et tu nous donnes l'explication 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, ouais. T'avais l'impression qu'un jour, il allait falloir que tu l'expliques cette phrase, genre non, en fait, c'était pas une blague. Non, mais en fait, moi, j'étais grave...
juste premier degré, parce que évidemment, c'était fait exprès, quoi. C'était fait exprès. C'était malicieux quand même. Ouais, mais c'était surtout un espèce de pied de nez, quoi. Enfin, pour moi, il y avait un espèce de truc tellement de dire, bah les gars, en fait, depuis que j'ai 13 ans, je suis sexualisée, mais j'étais toujours vierge, quoi. Genre, en fait, je vous ai bien eu, quoi. J'ai fait semblant d'entrer dans votre jeu et tout. Et en fait, en parallèle, j'ai quand même préservé quelque chose. Et il y avait un côté... ouais, je sais pas, il y avait un côté je vous ai bien eu qui me plaisait, quoi, dans cette phrase. Mais de toute façon, c'était aussi une manière de... Enfin, ça sent que depuis le départ, quoi, j'avais quand même 2-3 trucs à leur dire, quoi. Quand même, tu vois. Tu vois, tu prends ton César et tu dis ça, il y a quand même dès le départ un truc qui dit... Qui dit que ça résiste. Ouais, grave, grave. T'as tout de suite résisté, en fait. Bah, de toute façon, si tu le fais pas, c'est impossible que ça taille, quoi. Comme parcours en tant que femme, c'est impossible, quoi. Personne n'aime subir des violences, quelles qu'elles soient. Ni des tentatives de violence, ni des pressions, ni des... Donc... Ouais, mais il y a aussi des femmes... d'ailleurs, tu l'as très bien dit dès le départ, il y a des personnes qui vivent une vie entière en étant dissociées. Il y a des femmes qui disent il n'y a pas mort d'homme. Il y a des femmes qui disent on se débrouille. Il y a des femmes qui disent le droit d'importuner. Il y a des femmes finalement qui ont réussi à faire des carrières entières dans le cinéma. Enfin, il y a des actrices qui ont parlé beaucoup. Je sais que tu as mentionné beaucoup Isabelle Adjani parmi les femmes qui t'avaient inspirée. Et c'est vrai qu'elle a été géniale. C'est passé un peu inaperçu à quel point elle avait pris la parole sur ces sujets-là, je trouve. Mais il y a beaucoup d'actrices, voilà, on va pas dire de nom, mais qui se sont très bien accommodées de tout ça, alors qu'on imagine qu'elles ont dû subir des choses inimaginables, quoi. Mais on s'accommode toutes, en fait. Oui. C'est pas genre... On se débrouille, comme voilà, dirait ça, parce que Christine j'ai Angot. l'impression qu'il y en a pas mal qui se prétendent être... Ah bah non, mais moi, je fais avec... Mais en fait, meuf, on fait tout avec. Genre, calme-toi, quoi. Parce que, en fait, on fait tout avec. C'est juste qu'elles veulent dire, moi, je fais avec et ça va. Et bon, en fait, comment dire, on a toutes nos stratégies d'évitement ou nos stratégies pour pouvoir trouver notre liberté et se mettre à notre place et à notre endroit et le vivre bien. Mais pas besoin de dire aux autres que c'est easy et que toi, tu le vis hyper facilement. Parce que il y a pas mal de... Enfin, c'est même pas des sous-entendus. T'as des femmes qui disent les autres, c'est des chieuses, quoi. Sauf que, en fait, pas du tout. Enfin, elles le savent très bien, de toute façon. Donc, ouais, moi, je dirais que c'est ce que je te dis, quoi. Toutes les femmes dans ce métier, mais comme toutes les femmes en général, quoi. Voilà, on trouve nos stratégies et moi, j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, j'étais très heureuse aussi pendant, malgré ces choses-là. Et j'ai juste choisi à un moment donné de leur faire voir mon dos, quoi. Et celles qui, comme tu cites, sont dans un espèce de truc de continuer, dans un déni, en fait. Ce que tu décris, c'est surtout un déni. C'est surtout dommage pour elles, quoi. Parce que tu vois la souffrance. Ça se voit, de toute façon. Pour en revenir à ce jour de 2011, donc, où tu es sacrée meilleure actrice, en plus, c'est assez rare d'avoir révélation féminine puis meilleure actrice. Est-ce que ce succès, cette visibilité, cette multiplication des propositions qui a suivi a fait tanguer ta santé mentale comment ça a impacté la personne que tu étais à l'époque ? Je dirais pas que c'est tellement ça. Déjà, moi, j'ai un truc où j'ai toujours eu un espèce de truc avec le cinéma français. On me disait que j'étais un électron libre. Mais en fait, c'était mi-gentil, mi-pas gentil, quoi. Tu vois, il y avait un espèce de truc un peu d'indocile, quoi. Où, tu sais, tu rentres pas dans un espèce de truc de... comment il dit Proust Proust. Pardon. Mes adresses. Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que lui, il en parle hyper bien.
de tout ce qui est social, là, mais il en parle, pas le marivaudage, il y a un autre mot pour dire tout ce qui est toutes les commodités sociales, là, tu vas dîner, les mondanités, voilà, il parle hyper bien des mondanités, Proust. Et en fait, voilà, il y a un espèce de truc où, quand même, dans mon parcours, ça n'a jamais été ton truc, quoi. Easy, quoi. Non, mais même dans mon rapport avec le milieu, quoi. Ouais. Ça n'a jamais été une ligne. Alors oui, bien sûr, tu as des Césars, tu as des propositions, c'est super, etc. Mais, je sais pas, par exemple, je faisais pas de couverture de magazine féminin alors que j'étais parmi les actrices les plus de mon âge, les plus, tu vois. Et je les faisais pas, quoi, tu vois. Et plein d'autres filles le faisaient. Et puis, il y avait un truc où, bah, du coup, pour sortir tes films, t'as moins de visibilité, tu vois, et t'as un espèce de truc et tu dis, mais en même temps, bah, comme dans la séance photo, dans la BD, t'as pas envie de te conformer à un truc, tu veux pas, en fait. Tu vois, tu le vois même, ton visage, même si tu veux, ta bouche veut pas, quoi. Enfin, tu vas faire les photos, ta bouche, elle va faire un truc crispé, quoi. Et d'ailleurs, Adèle Haenel, j'adorais. Moi, je me rappelle de revoir des photos d'Adèle Haenel où je voyais qu'elle tirait un peu la gueule, quoi. Et j'adorais ça parce que je me disais, mais elle aussi, elle a l'air hyper pas à l'aise, en fait, dans le truc, quoi. Elle a pas envie d'être là non plus, quoi. Ouais, elle aussi, elle fait la moue qui va pas, quoi. Et Tu sais, tu vois les photos des mecs quand ils sont sur les planches, là, tu sais, qu'ils les barrent parce que ça va pas. Je suis sûre qu'ils nous en ont rayé tellement. Est-ce que tu crois qu'il y avait une forme peut-être de classisme dans cette difficulté? Bah, comme par rapport au fait que tu viennes d'un milieu plus populaire, tu ne sois pas une bourgeoise parisienne, que tu n'aies pas forcément les codes. Il y a deux choses. Alors, putain, mais alors, par contre, si on parle du cinéma français, ça va être chaud patate parce que, genre, vraiment, j'ai tellement de mépris pour tout ce qui est hypocrisie, etc. Et il y en a tellement. Sur les classes sociales, il y a un espèce de truc de... Moi, très clairement, après l'esquive, j'avais accès à... Enfin, il y avait plein de castings où j'avais pas accès du tout, quoi. J'ai vraiment vécu des années difficiles, quoi, parce qu'ils disaient, bah, elle vient de banlieue et tout ça. Et en fait, il y a un rapport ambivalent, quoi, avec le cinéma français, de vouloir utiliser l'image des gens de classe sociale pas bourgeoise pour essayer de s'encanailler et faire genre ils sont ouverts. Mais ça permet en fait de masquer que c'est un système ultra bourgeois, quoi. C'est vraiment un entre-soi. Genre le mot leur va si bien, mais comme un gant, quoi, les gars. Et donc ce truc d'entre-soi, t'as des gens après de milieux défavorisés qui rentrent dans ces cercles-là, et encore aujourd'hui. Et puis tu les vois et après ils vont à la télé et ils disent c'est super de manger du caviar entre potes. Qui viennent de tout en bas. Ouais, c'est peut-être cool de manger du caviar entre potes, mais le vrai délire, c'est surtout que vous êtes vous perpétuez un truc qui est vraiment un truc d'entre-soi. Et là, c'est bon, pâte blanche. Et une des... Bah, moi, je suis naturelle, hein, je parle de tout, ça te va? Ah, moi, ça me va nickel. Bon, ça vous va aussi? Non, mais du coup, ça passe de coq à l'âne, c'est pas grave et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à Keshish. Moi, pourquoi Keshish, en fait, je n'avais pas parlé de la violence qu'il pouvait avoir dans son travail au départ, c'est parce que je supportais pas l'hypocrisie du cinéma français vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que tout le monde disait Keshish, il est horrible. Ok, mec, ton pote, il viole des femmes, en fait. Ton autre pote réalisateur, il viole des femmes. Ton autre pote, il frappe sa femme dans la vie privée, tout le monde le sait. Tel réalisateur encore connu aujourd'hui, on le sait, il fait des castings avec des adolescents et juste pour coucher avec eux. Et donc Keshish, oui, il y a de la violence dans son processus créatif, mais moi, je voyais qu'en fait, ce qu'on lui faisait payer, c'était pas ça. C'est-à-dire quand ils étaient potes avec des violeurs et des agresseurs, tout d'un coup, Keshish, ça les gênait. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Et ce qui se passe réellement, c'est que Keshish n'allait pas à leur putain de dîner. Et donc, ils l'ont jarté. Et ils se sont acharnés sur lui pour faire genre, nous, on est contre les violences dans le... Mais vous étiez pour Piala, vous étiez pour tout le monde. Donc là, c'est un peu la mode de MeToo. Donc vous vous dites, ok, on va mettre Keshish comme ça. Mais c'était pas ça qui lui faisait payer, tu vois. Mais n'empêche qu'après des années, moi, quand les choses ont été un peu plus rétablies et quand j'ai été à la commission d'enquête pour parler de mon parcours, oui, j'ai parlé aussi de Abdel et de processus, en fait, de création où on autorise de la violence, y compris sur des jeunes personnes, parce que moi j'avais 15 ans, quoi. Et cette chose-là, c'était aussi une manière de dire, moi je voulais pas le cibler lui, je voulais parler du processus et de comment on intègre ça.
Parce que moi, du coup, j'ai appris à faire du cinéma comme ça. Tu vois ? Et après, tu sais, on va quand même parler du truc que je t'ai dit tout à l'heure. Eh ben, avec plaisir. Bon. En fait, c'est particulier pour moi, je vais pleurer. En fait, je suis autiste Asperger. Enfin, Asperger, ça se dit pas. Mais j'ai été diagnostiquée autiste récemment, cet hiver. Et et en fait, bon, pourquoi j'en parle ? Là, c'est pas moi qui me fait penser à ça, c'est Abdel. C'est que je pense que il y a aussi, je pense que Abdel aussi. Et je voudrais pas trop révéler des choses de sa vie privée parce que ça lui appartient, mais il a dans sa famille des personnes qui donc sont autistes, et je pense que Abdel, il y a quelque chose qui doit être regardé de ce côté-là aussi par rapport à lui. Et c'est un vrai aussi sujet de savoir comment, quand on est neuroatypique, quoi. Alors, je déteste ce mot, mais bon. Ah, il est utile, hein, moi, je trouve, ce mot. Il est utile, mais ouais, j'ai l'impression de la parler comme si... Enfin, ouais, j'ai l'impression, je sais pas, de sortir de ça d'un truc. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi je parle de ça par rapport à Abdel, c'est que autant... ça n'empêche pas que des violences, c'est des violences. Hein. Moi, si j'en ai parlé, c'est que je sais que c'est pas OK, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas particulier, et c'est aussi pour ça que j'ai mis vachement de temps et que je voulais pas parler de ce qui s'était passé avec lui, c'est que je sais aussi que dans son processus, Abdel, il y a quelque chose qu'il a englouti, et je pense que c'est lié à quelque chose de très autistique. Et je dis ça parce que moi, maintenant, depuis que je le sais, depuis cet hiver, j'envisagerais plus du tout de travailler de la même manière. Et je te donne un exemple. Moi, quand je travaille, je suis quelqu'un qui passe par des détails. C'est comme ça que je fonctionne. Et je peux passer des heures sur le trait du visage de mon personnage. Tu vois ? Et ça me fait marrer parce que je me rappelle un des producteurs du film que j'ai réalisé qui me parlait de mon montage. Et je suis retombée sur un mail récemment qui me disait « Il paraît que tu as passé des heures sur des bruits d'oiseaux en fond, derrière, alors que tu étais venu au montage son pour avancer, bordel, quoi. » Et en fait, dans ma manière de fonctionner, et je te jure que je suis revenue sur ça, je dis « Mais j'avais vu ma psy pas très longtemps avant et on parlait de justement ce travail sur les détails, quoi. » Et là, j'ai fait « Ah ouais, bruit d'oiseau en fond, c'est sûr que c'est détails, quoi. » Mais dans ma manière de travailler, par exemple, moi, je sais que sur mon film en tant que réalisatrice, j'ai été engloutie par mon film. Il m'a littéralement dévorée. Et je pense que Keshi s'est fait dévorer par son art. Et aujourd'hui, je sais que maintenant que je sais ma spécificité, eh ben, ça m'aide à me dire, OK, en fait, à tel endroit, tel truc, il faut pas que... Enfin, ça m'aide à comprendre mon process et à pas me faire engloutir dans des trucs. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent sur les diagnostics tardifs. Moi, par exemple, on m'a diagnostiqué un TDAH à 42 ans. Et c'est vrai que j'ai relu toute ma vie, genre, attends, mais tout ça, ça a une explication, en fait. Et sauf que c'est aussi hyper classique dans le cas des femmes présentant une neuroatypie, qu'il s'agisse d'un trouble du spectre autistique ou d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est hyper fréquent que ce diagnostic arrive à la quarantaine. Parce que les manuels de psychologie ont été évidemment, quelle surprise, pensés pour les hommes, pour les garçons. On détecte le TDAH dans l'enfant selon des critères qui sont complètement basés sur des observations de petits garçons et pas de petites filles. Donc en fait, on met un temps fou à diagnostiquer les femmes. Et c'est aussi un soulagement. Moi, je sais que dans mon cas, ça a été un soulagement d'avoir un diagnostic et en même temps une souffrance inouïe
de me dire que toutes ces années-là, j'aurais pu aussi m'éviter tellement de burn-out, tellement de fatigue, tellement de détestation de moi-même, de sentiments de décalage, si on avait simplement donné à l'époque un mot pour expliquer mes comportements atypiques ou en tout cas pas totalement normés. T'as pas eu ce sentiment-là un peu toi aussi, genre de gâchis? Ah non, mais si c'est le sujet, il est trop. En plus, c'est hyper frais et peut-être que t'as pas envie qu'on en parle. Ce qui est sûr, c'est que je suis encore dans le réatterrissage, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais c'est fou parce que moi, j'ai vécu tellement de violence à travers ce métier aussi, notamment avec un acteur qui m'a frappé à un moment de ma vie où je venais de perdre enfin, de faire une grossesse extra-utérine. Et si tu veux, ça a été c'est pas du tout comme ça a été raconté. C'était pas juste. Déjà, on dit pas juste une gifle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas simplement ça. C'est que j'ai failli crever, en fait. Physiquement. J'avais une infection, en fait. Quand tu fais une péritonite, tu peux mourir. Et j'ai été frappée dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il m'a frappée, j'étais dans cet état-là. Donc, en fait, il m'a mis en danger de mort. C'est pas juste un espèce de truc comme ça. Et si tu veux, moi, j'ai vécu tellement de choses, des souffrances qui sont des trucs où t'as beau avoir un mental d'acier, en fait, quand on s'en prend à ton corps et que tu vas peut-être mourir, que tu as déjà vécu une opération avec une anesthésie générale et qu'on te dit, bah, madame, en fait, votre infection, elle a repris juste après le coup, et qu'on te dit, bah, en fait, va falloir peut-être ouvrir le ventre, et donc vous refaire une anesthésie générale, tu sais qu'en fait, ton corps, il va lâcher. Donc, tu as peur vraiment de mourir. C'est pas genre, j'ai peur de mourir, donnez-moi un Xanax, tu vois. C'est genre, là, en fait, les médecins, ils te regardent et disent, oui, il y a quand même un risque, vraiment, quoi. Votre peur, elle n'est pas irraisonnée. Et donc, en fait, c'est des traumas. Tu sais, quand la mort s'approche de ton corps, le corps, il le sent et ça te traumatise profondément. C'est ce que vivent, je pense, aussi les personnes qui sont victimes de viol. La peur de la mort, en fait, quand ça vient s'inscrire dans tes cellules, il y a un espèce de truc quoi qui vient taper dans une partie du cerveau c'est des traumatismes très profonds. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris en fait pourquoi j'ai mis 8 ans à m'en remettre. Parce que moi, j'en ai mis très, très clairement 8 ans à me remettre de cette agression. Je peux apporter une précision que je trouve. Enfin, Ouais. je conseille à tout le monde d'écouter en fait ton intervention à l'Assemblée nationale où tu as vraiment pris le temps de raconter ça vraiment dans le détail. Il y a aussi une émission que tu as faite avec Mediapart qui est hyper carrée où tout est mis à plat sur le plan, etc. Ouais, mais par contre, j'étais pas hyper contente dans cette émission. Il y a une partie où ça va pas. Il y a énormément de précautions qui sont prises sur le plan judiciaire mais même à plus cause que de la ça, diffamation mais et tout. Bon, voilà. alors ok, j'enlève, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en regardant cette émission, j'ai compris quelque chose qui m'a sidérée, c'est que suite à cet épisode de violence d'un homme contre toi, alors que tu étais en situation de fragilité sur le plan de la santé, tu as dû quitter le tournage et lui, il est resté. Et ça, je trouve ça tellement symbolique. Toi, tu as été remplacé, le film s'est terminé avec lui, et toi, en fait, à l'époque, ce que tu as fait, c'est un burn-out. Comment tu qualifies les choses? Non, pas du tout. Moi, j'étais en arrêt maladie, en fait. J'étais en arrêt maladie parce que il fallait que mon infection s'arrête. Sinon, une péritonite, ça peut se transformer en infection généralisée et tu meurs. Non, mais suite à ça, c'est là que tu as tourné le dos. Ah, tu veux dire après? Ouais. J'ai sombré, surtout. J'ai grave sombré. Et justement, c'est ça que je te disais, c'est que moi, si tu veux, c'était tellement violent et traumatique qu'à un moment donné, quand il s'agissait à un moment donné de me dire, parce que ça faisait un moment que des gens m'avaient dit t'es HPI ou t'es je sais pas quoi, essaie de regarder certains trucs et tout. Et le truc de l'autisme, ça fait pas très longtemps, mais ça faisait quelques années, tu vois, que je me posais la question, je me disais, bon, il faudrait peut-être que je fasse un diagnostic et tout. Mais moi, je me suis dit, il y a des choses qui sont liées tellement à mes traumas. Comment je fais pour savoir ce qui résulte de mes traumas et qu'est-ce qui est en fait lié à ma spécificité. Et c'est ça qui a été génial pour moi avec le diagnostic. C'est que ça a mis c'est comme si tu prends les verres et tu les mets au bon endroit. Et donc, il y a les choses qui appartiennent aux répercussions des traumas et il y a les choses qui ont à voir avec juste
ma spécificité depuis que je suis enfant. Et ça a été incroyable pour moi. Et c'est ce dans quoi je suis encore aujourd'hui. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parce que ça me permet de re-être moi, comme jamais. Tu vois, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est de l'ordre vraiment de mes caractéristiques personnelles, mon fonctionnement, et qu'est-ce qui a été simplement des saloperies que j'ai chopées à cause des traumas, quoi. Parce que voilà. Parce que ça laisse des séquelles psychiques indélébiles et merci de le rappeler. Il y a aussi quelque chose de super intéressant. Je regarde l'heure. Il va falloir que je m'arrête. Juste un dernier mot, parce que je trouve que c'est aussi... ça rejoint les thématiques qui nous intéressent dans Folie douce. C'est quelque chose dont tu parles très très bien. Comment aussi on hystérise. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Pauline Chanu. Il faut absolument que tu le lises, Sortir de la maison hantée. En fait, elle explique en fait comment l'hystérisation, c'est toujours un homme violent qui fait croire qu'une femme est folle. Et tu as parlé aussi de cette psychiatrisation de la parole des victimes quand on témoigne des violences. Mais moi, si tu veux, je me sens plus du tout dans ça, en fait. Genre, vraiment, je sais pas comment dire. Tu t'en es libérée parfaitement. Bah, moi, c'est Matrix, quoi. Genre, vas-y, vraiment, ça me fait rien, quoi. C'est genre, trop bien. Envoie, genre, je m'en branle, en fait, tu vois. Je suis juste très heureuse dans ma campagne, je sais qui je suis, je fais ma BD, genre, je suis contente, quoi. C'est genre. tellement bien. Donc, non, mais vraiment, tu vois. Donc, en fait, ça, c'est tellement plus un sujet pour moi. Mais par contre, c'est un vrai sujet, ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, juste un truc, puisqu'on en a parlé, parce que moi, mon but, c'était pas de reparler de cette affaire, etc., par rapport à ce que j'ai raconté sur la commission d'enquête avec cet homme qui m'a frappée. Mais moi, il y a une chose que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'après la commission d'enquête, moi, j'ai vachement travaillé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui n'allait pas dans le système pour que ça existe. Et j'ai vraiment quelque chose à dire par rapport à l'inspection du travail. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde sache et il faut qu'on remette l'église au milieu du putain de village, quoi. C'est que les institutions sont garantes du droit. Et c'est pas à nous de nous débrouiller pour trouver des fonctionnements pour pas être agressés. Donc moi, je vais le dire très clairement. Ce qui se passe, c'est que vos employeurs, que ce soit dans le cinéma ou dans n'importe quel autre domaine, est garant de vos droits. Et dans le droit du travail, vous avez le droit de travailler en sécurité. Et quand une personne se fait agresser sur son lieu de travail, l'employeur doit mener immédiatement une enquête interne. Les enquêtes internes, c'est exactement le point de faille qui est utilisé pour silencier les victimes. C'est-à-dire que, comme évidemment ça coûterait beaucoup trop d'argent de virer un acteur d'un tournage, et puis qu'ils n'ont tellement pas pris l'habitude de faire ça, qu'ils se disent mais comment on va faire pour les assurances, ça va être un sinistre, comment est-ce qu'on va faire, etc. Du coup, la plupart du temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait à la victime, c'est pas si grave, tais-toi, prends sur toi, voilà. Et si elle ouvre un peu trop, qu'elle fait trop chier, on la licencie. Ou alors on dit qu'elle est folle. Oui, on dit qu'elle est folle, on la fait craquer, on la licencie ou je sais pas quoi. Je pense au festival d'Angoulême. Oui. Festival de la BD. Il nous reste 2 minutes. Je veux surtout pas prendre du retard parce qu'il y a une autre rencontre derrière. Mais on va finir. On prend 30 secondes, mais c'est très important. C'est hyper important. Au Festival d'Angoulême, elle a accusé un homme de viol, elle a été licenciée. Je pose la question de ce qui s'est passé dans le parti des écologistes par rapport à l'enquête interne. C'est le putain de point faible, c'est la faille. C'est-à-dire que les enquêtes internes devraient être encadrées. L'inspection du travail doit mettre son nez dedans. Et il y a des protocoles très précis que doit suivre un employeur. Ça doit être renforcé. Et les victimes doivent savoir, il faut faire une campagne nationale d'information pour que tout le monde sache en France que si jamais vous êtes victime sur vos lieux de travail, vous pouvez saisir l'inspection du travail. Parce que ça, c'est vrai ce que je dis. C'est qu'on a le droit de saisir l'inspection du travail. Et l'inspection du travail doit pouvoir vérifier que l'enquête interne a été menée correctement par l'employeur, que l'employeur vous a mis en sécurité, qu'il a fait une enquête impartiale et qu'il a fait en sorte que, voilà, soit de mettre à l'écart s'il y a suffisamment de preuves l'agresseur, mais en tout cas, il doit aussi vous remettre. C'est-à-dire que l'enquête interne, quand elle est terminée, il doit leur remettre à la victime.
Et elle peut regarder la victime et dire, OK, Pouvoir est-ce que, lire. ça a été fait correctement ou pas? Et est-ce que je vais au prud'homme ou je ne sais quoi? Mais ça, je tiens vraiment à le dire. Parce que, C'est trop. Il faut vraiment qu'on finisse, voilà. Sarah. Et comme on Mais est dans le dans... cinéma, c'est important, C'est trop mais dans important tous les autres tous métiers. les milieux. Et tu as Exactement. raison de le dire, et tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas que dans le ciné, c'est partout. Exactement. C'est juste que les comédiennes, on les entend, elles ont un micro parfois dans la main et elles utilisent leur voix parfois, comme tu le fais toi. Une dernière question qui est la question rituelle de Folie Douce. En un mot, du coup, quelle est selon toi la meilleure de toutes les thérapies, Sarah? Le silence. Magnifique. Merci infiniment. Merci, Sarah, vraiment.